Qui fut l'homme qui conçut de bâtir un château, non pas simplement grand, mais 2 fois plus grand que le célèbre Mentmore Towers? Pourquoi le château le plus somptueux du XIXe siècle en France est-il presque oublié? Et pourquoi son histoire s'est-elle avérée si dramatique qu'elle semble tout droit sortie d'un roman? Voici la vie secrète du château de Ferrières, le palais des Rothschild que la France a presque oublié. Commençons par James de Rothschild. Ce n'est pas un simple banquier, c'est le chef de la branche française de cette lignée légendaire. Un homme dont l'ambition surpassait toutes les richesses terrestres. Au XIXe siècle, son nom était synonyme de puissance financière. Et il voulait que sa demeure reflétât cette puissance, non par des mots, mais par la pierre, le verre et l'espace. Il semblait incroyable qu'un simple baron veuille construire une résidence capable d'accueillir non pas 2 ou 3 invités importants, mais toute une noblesse et des rois. À première vue, le château de Ferrières n'est qu'une belle architecture. Mais derrière la façade se cache une histoire de contraste. Une modeste demeure de ferme, acquise en 1829, se transforme en un palais monumental, estimé comme le château le plus somptueux du XIXe siècle en France. Et personne n'aurait pu prédire qu'1 siècle plus tard, il traverserait la dévastation, l'occupation, l'oubli, avant de renaître, mais dans un nouveau rôle. Et dans cet espace double, entre passé et futur, richesse et perte, se joue un drame que peu de gens connaissent. Comment l'homme qui a créé le château a-t-il pu se retrouver ruiné, malgré sa fortune? Comment une grande famille, propriétaire d'un tel palais, a-t-elle pu prendre la décision de le céder à des mains étrangères? Et que nous dit aujourd'hui sa grandeur silencieuse à propos de ce lieu? Cette histoire ne parle pas seulement d'un palais. Elle parle d'un homme dont l'ambition et la stratégie ont fait naître un chef-d'œuvre. Elle parle d'une demeure qui est devenue le symbole non seulement de la richesse, mais aussi d'un vide intérieur et d'une transformation. Et peut-être d'un héritage bien plus profond que le marbre et le verre. Derrière les portes de Ferrières se cache bien plus que vous ne l'imaginez. Et ces secrets ne font que commencer. Les origines de l'histoire du château de Ferrières plongent leurs racines bien au-delà de ces façades de marbre. Dans un monde où la dynastie bancaire des Rothschild bâtissait non pas seulement un empire financier, mais tout un univers d'influence. James de Rothschild, né en 1792, était l'une des figures clés de la branche française de la famille. Lorsqu'il acquit le domaine de Ferrières-en-Brie en 1820, s'y trouvait un ancien château modeste, appartenant aux héritiers de Joseph Fouché. James n'était pas un simple banquier vivant dans le luxe. Toute sa vision du monde était imprégnée de l'idée d'une puissance progressive. Il ne voyait pas la richesse comme un capital caché, mais comme un instrument de conquête de l'espace culturel et social. Ses convictions reposaient sur le calcul et l'esthétique. Le statut de la famille Rothschild devait s'exprimer non seulement par les chiffres sur un compte, mais aussi par l'architecture, l'éducation, l'art. Il commença à agir stratégiquement. Il accumula d'abord des terres autour du domaine, puis invita un architecte capable d'incarner ses ambitions dans la pierre. Ainsi, James posait les fondations, non seulement d'un palais, mais aussi d'un symbole. Un symbole d'une nouvelle lignée, dont l'argent et le goût étaient simultanément une force culturelle. Le conflit social auquel il était confronté peut être imaginé comme la confrontation de l'argent nouveau avec une noblesse plus traditionnelle, la vieille aristocratie du Second Empire. Pour beaucoup, ses ambitions pouvaient paraître trop bruyantes, voire provocantes. Mais pour lui, ce n'était pas un défi, c'était une stratégie. Ce n'est pas un rêveur qui aime simplement le luxe, c'est un stratège qui compte sur le fait que son palais deviendra un lieu où afflueront non pas de simples invités, mais l'élite mondiale, les rois et les sommités culturelles. Il comprenait que le pouvoir n'était pas seulement une affaire de finances, mais aussi de symboles, et que le luxe pouvait être le langage d'influence le plus puissant.
Cependant, il n'était pas univoque. Oui, il disposait d'énormes ressources, mais il ne recherchait pas la simple ostentation. Il y avait un calcul au cœur de sa motivation. Il rêve, mais il le fait comme un entrepreneur, planifiant méticuleusement chaque étape. L'essor de Ferrières commença par une alliance qui changea tout. Non pas une simple union de capitaux, mais la rencontre de deux mondes. Le deuxième personnage clé de cette histoire n'est pas un concurrent, mais bien un allié. Le génie architectural Joseph Paxton, invité par James de Rothschild pour créer le palais dont rêvait le banquier lui-même. Paxton s'était déjà illustré grâce au Crystal Palace, construit à Londres, et avait un lien direct avec Mentmore Towers, la demeure appartenant à une autre branche de la famille Rothschild. C'est en voyant le Mentmore qui lui était apparenté que James aurait dit à Paxton « Fais-moi un Mentmore, mais en plus grand ». Cette alliance stratégique signifiait bien plus qu'une simple commande à un architecte. C'était une déclaration. La lignée des Rothschild de France ne se contentait pas de participer au cercle aristocratique. Elle était la créatrice d'un nouvel espace culturel, dont la place était comparable à celle de la noblesse anglo-britannique. Paxton, architecte de réputation internationale, apporte sa philosophie architecturale, sa passion pour le verre, le fer et les formes innovantes. Et par là même, il transforme le visage de Ferrières. La construction débute en 1855. La construction dure jusqu'en 1859. À la base du projet, non pas simplement une immense maison, mais un édifice grandiose de style néo-renaissance, qui combine des éléments de la Renaissance italienne et des formes anglaises. De plus, Paxton ne se contente pas de construire, il conçoit une idée. Une maison conçue pour une centaine de domestiques et l'hébergement de 80 chevaux, selon les archives de la famille Rothschild. family.rothschildarchive.org. Et une démarche architecturale importante. La cuisine fut séparée du corps principal afin que les odeurs de cuisson ne pénètrent pas dans les chambres des maîtres. Et la nourriture était livrée par des passages souterrains. Des rails étroits sous terre menaient de la cuisine aux salles du palais. Ainsi se forme une fusion symbolique. Une nouvelle dynastie financière, aspirant à un statut aristocratique, s'unit à un architecte dont le style et l'approche technique représentaient la modernité. Cette alliance n'est pas simplement un accord de construction, mais un investissement stratégique dans un symbole de pouvoir et de culture. Avec l'apparition de Ferrières, la position de James dans la société change. Il n'est plus seulement un banquier. Il est le maître d'un palais qui peut rivaliser avec les résidences royales. Son statut ne devient pas un abstrait financier, mais matériel. Une demeure capable d'accueillir la plus haute noblesse, l'empereur lui-même. Et à cette échelle surgit un nouvel objet. Non pas simplement un château, mais un symbole vivant d'influence. Ferrières devient non pas simplement une résidence, mais une plateforme pour les ambitions. Un lieu où les banquiers ne sont pas de simples riches, mais les architectes de leur propre légende. La première impression du château de Ferrières, c'est le silence de l'échelle. Le bâtiment, achevé à la fin de 1859, se dresse sur le paysage comme un monument de l'époque du Second Empire. Un volume rectangulaire, 2 terrasses, 4 pavillons d'angle, des façades de style néo-renaissance qui soulignent comme à dessein l'ambition du propriétaire. Quand un invité franchissait les portes principales, il quittait le monde de l'Île-de-France rurale et entrait dans un espace où chaque ligne était calculée, chaque colonne, une déclaration. L'atmosphère n'était pas celle du luxe, mais du pouvoir, exprimé par l'esthétique. C'était précisément le reflet psychologique de James de Rothschild. Une façade sobre, derrière laquelle se cachait un programme de contrôle absolu sur l'environnement. En entrant, le visiteur se retrouvait dans le grand hall central, un espace d'une hauteur de plusieurs hommes, éclairé par un plafond de verre,
créé dans l'esprit de l'amour de Paxton pour la lumière et les structures. Le vert du plafond rendait les rayons du soleil presque palpables. La lumière n'éclairait pas seulement, elle se déplaçait le long des murs de pierre, faisant scintiller le métal et l'or. C'était un contraste avec la monumentalité extérieure. À l'intérieur, la lumière créait une impression de souffle vivant, comme si la maison surveillait chaque pas. Du hall, le chemin menait au vaste salon. Le premier, le grand salon, orné de tableaux de la collection Rothschild, toiles italiennes, maîtres flamands, peintures françaises du XVIIe siècle. Ici, la richesse s'exprimait non par la quantité de décors, mais par l'origine des objets. Chaque objet provenait d'un centre d'art européen spécifique. Chaque cadre, une confirmation du goût d'une famille qui, pendant des siècles, avait constitué des collections. Ce salon était une vitrine du pouvoir intellectuel. Mais il suffisait de faire quelques pas et l'ambiance changeait. À côté se trouvait le petit salon, un espace beaucoup plus intime avec des boiseries, une lumière douce et des meubles tapissés de tissus au ton chaud. Il créait une sensation presque domestique. Le contraste entre les salons transformait le parcours à travers la maison en un pendule émotionnel. Grandeur et soudain intimité, ouverture et puis presque dissimulation. Ensuite, la salle à manger, conçue pour accueillir des dizaines de convives, où les plats arrivaient par des passages souterrains depuis la cuisine séparée. Ce n'est pas seulement un détail technique. Cela symbolisait le désir du propriétaire de séparer le monde des commodités du monde de la démonstration. Dans la zone des repas, il ne devait y avoir aucun rappel du travail. Tout était orienté vers le rituel de la communication de l'élite. Mais il suffisait d'avancer et l'atmosphère changeait de nouveau. La bibliothèque devint le portrait le plus expressif de James. Au lieu d'un luxe ostentatoire, ordre, silence, bibliothèques austères, où manuscrits et éditions étaient rangés de manière systématique. De nombreux visiteurs notaient le contraste. L'homme, connu pour ses soirées de réception et ses bals somptueux, créait un espace presque ascétique dans son esprit. Selon les témoignages des chercheurs, la bibliothèque reflétait son besoin intérieur de contrôle et de connaissance. Une supposition, mais elle est logique, compte tenu des documents sur sa collection d'éditions rares. Les chambres des étages supérieurs poursuivaient cette psychologie architecturale. Les chambres des invités, numérotées, étaient disposées de manière à les isoler des couloirs de service. La maison comptait plus d'une centaine de pièces, et la répartition de l'espace montrait que chaque invité ressentait son importance. Mais personne n'obtenait le contrôle total de la maison. Le pouvoir restait entre les mains des maîtres des lieux. Ferrières n'était pas qu'une simple maison. C'était un système architectural où la lumière, l'ombre, la hauteur des salles, le nombre de pièces de service et l'origine du mobilier, tout parlait de la vision du monde des Rothschild. Et quiconque y entrait ressentait la présence invisible de ceux qui, autrefois, y prenaient des décisions qui influençaient l'Europe. Mais derrière les escaliers de marbre de Ferrières se cachait un drame humain, bien plus douloureux que n'importe quelle fissure sur une vieille façade. Le principal héritier, pour qui le palais était devenu non seulement une résidence, mais une partie de l'identité familiale, était Édouard Alphonse James de Rothschild, né en 1868. Le petit-fils de ce même James qui avait conçu la construction. Il hérita de Ferrières et le géra pendant la première moitié du XXe siècle. C'est lui qui connut la période la plus difficile de l'histoire de la famille. La grandeur extérieure du château entra en conflit direct avec ce qui se passait dans la vie de ses propriétaires. La tragédie vint non de l'intérieur de la famille, mais de l'extérieur. Avec le début de la Seconde Guerre mondiale et l'invasion de la France en 1940, Ferrières se retrouva à l'épicentre des pressions politiques et militaires. La famille Rothschild, comme de nombreux juifs français,
fut contrainte de quitter le pays. Édouard partit pour les États-Unis d'Amérique. Ses décisions durant ces mois ne sont connues que par des documents. Il tenta de sauver les collections, les biens et les archives, mais ne put en évacuer une partie significative. La maison, conçue comme un symbole de force, se retrouva vide, livrée aux circonstances. C'est ici qu'apparaît l'ambivalence morale qui rend cette histoire tragique. Ferrières ne fut pas détruit par les combats. Il fut transformé en quartier général du commandement nazi. Cela est consigné dans des documents. Les représentants des forces d'occupation utilisèrent le château comme centre d'opération et comme entrepôt pour les œuvres d'art saisies. Les collections Rothschild, l'une des plus précieuses d'Europe, furent confisquées. Une partie d'entre elles figurait sur les listes établies par l'Einsatzstab-Reichsleiter Rosenberg, une structure chargée du pillage des biens culturels. Mais ce qui fut encore plus lourd, c'est que la maison, créée comme un lieu de rassemblement de l'élite, devint la plateforme d'un pouvoir étranger. Une transformation symbolique du luxe en instrument de contrôle. La deuxième figure de ce tournant fut Germaine Alphen, l'épouse d'Édouard, qu'il épousa en 1907. Elle ne fut pas l'architecte des décisions liées aux biens, mais son rôle pendant l'exil de la famille est décrit dans des témoignages distincts. C'est elle qui maintenait le lien entre les membres de la famille, coordonnait la correspondance et aidait à préserver ce qui pouvait encore l'être à distance. Son intervention ne changea pas l'histoire du château, mais changea l'histoire de la famille. Elle maintint l'identité familiale, alors que la maison elle-même était perdue. Dans ce contraste, éclat extérieur et impuissance intérieure, surgit la question morale principale. La grandeur peut-elle protéger de l'effondrement? Le domaine de Ferrières, créé comme un symbole de force, ne protégea pas ses créateurs. Et Édouard, homme extrêmement influent dans la France d'avant-guerre, se retrouva contraint de lutter non pour son statut, mais pour la possibilité même de reprendre une vie après la guerre. Ferrières, qui semblait éternelle, montra sa fragilité. La maison était debout, mais ses propriétaires ne l'étaient pas. C'est ici que l'histoire passe au moment où les valeurs doivent être réévaluées. La crise qui s'abattit sur Ferrières pendant la Seconde Guerre mondiale ne fut pas un simple épisode. Elle devint un point de non-retour. La maison, créée comme une démonstration de stabilité, s'avéra une illusion parfaite. Elle survécut à l'invasion, mais perdit sa raison d'être. Quand, en 1944, les troupes allemandes quittèrent le château, il ne resta à l'intérieur que les traces de l'occupation. Le vide des salles, les collections perdues et le sentiment d'une cicatrice invisible. C'est à partir de ce moment que commence la transformation qui déterminera le destin de Ferrières pour les décennies suivantes. Selon les archives, Édouard Alphonse James de Rothschild revint en France après la fin de la guerre, mais son lien avec le château n'était plus le même. Il n'y rétablit pas une vie permanente. Et la prise de conscience de l'ampleur des confiscations, des dommages aux collections et de la perte d'espace personnel devint pour lui cette crise intérieure qui est rarement décrite dans les documents, mais qui se lit entre les lignes. Un homme qui, pendant de longues années, avait géré une banque, des entreprises, les finances du pays, se retrouva confronté au fait que le pouvoir n'avait pas pu protéger ce qu'il considérait comme une partie de l'âme familiale. Et bien qu'aucune lettre directe, où il raconte son état émotionnel, n'ait été conservée, ses actions après la guerre peuvent être interprétées comme le témoignage d'un profond changement. Il est important de le souligner comme une supposition, et non comme un fait. Édouard, ayant survécu à la guerre, commença à regarder Ferrières différemment. La maison cessa d'être un symbole de luxe et devint un rappel de la fragilité. Même ses tentatives pour récupérer les œuvres d'art perdues, et une partie des collections fut effectivement restituée à la famille après la guerre grâce au travail des commissions de restitution, ne rétablirent pas le sens initial. Ferrières restait un château qui, extérieurement, se tenait comme avant, mais intérieurement, il était devenu un symbole de rupture. C'est ce moment qu'il est important de considérer comme le début de la transformation de l'objectif.
de la démonstration de pouvoir à la préservation du patrimoine. Après la mort d'Édouard en 1949, le destin du château se retrouva entre les mains de sa fille, Béatrice Ephrussi de Rothschild, et d'autres héritiers. Mais le tournant clé fut la décision prise par la génération suivante. En 1959, la famille fit don du château de Ferrières à l'Université de Paris. Un geste qui fut officiellement enregistré. Ce n'était pas seulement un acte de générosité. C'était un renoncement de la famille à l'usage privé de l'une de ses possessions les plus symboliques. Un geste transformant le privé en public, le pouvoir en service. Ici se manifeste à nouveau l'importance du second personnage de la partie précédente, Germaine Halphen. Bien qu'elle soit décédée au milieu du XXe siècle, son rôle dans la préservation des liens familiaux et des archives s'avéra crucial pour que les héritiers puissent prendre la décision non de restaurer l'ancien éclat, mais de transmettre Ferrières au domaine de l'éducation. Les documents ne témoignent pas qu'elle ait directement influencé l'acte de donation lui-même. Mais son soutien à la famille pendant l'exil permit de préserver la base d'une réinterprétation. La famille pouvait considérer la maison non seulement comme un symbole perdu, mais comme une partie de l'histoire culturelle de la France. Ainsi, la crise traversée par Ferrières se transforma en un point de transcendance. Le château, construit comme un instrument de démonstration sociale, devint un instrument de bien public. Le projet personnel des Rothschild se transforma en un don pour l'avenir. Et dans cette décision, le passage du statut au sens, la maison, autrefois vide, reçut enfin une nouvelle destination. Servir non pas le retour manqué du passé, mais l'éducation et la culture de la génération suivante. C'est ainsi que Ferrières dépassa les limites de l'histoire personnelle de la famille et devint une partie de la mémoire collective. Lorsque Ferrières passa de la propriété privée à l'espace public, son histoire eut comme une chance d'être réécrite. Mais il est important de comprendre: aucun geste de donation n'efface le passé. Le château, entouré d'un parc, conservant dans ses murs les échos des conversations de diplomates, les bruits de pas de l'occupation et le silence de l'abandon d'après-guerre, ne pouvait pas se transformer simplement en bâtiment scolaire. Il restait un porteur de mémoire, même si sa fonction avait changé. La donation à l'Université de Paris fut un acte que l'on peut interpréter sur deux plans. D'une part, c'était un geste de confiance et de respect envers la société française. D'autre part, la reconnaissance que la famille n'était plus capable ou ne souhaitait plus maintenir un passé privé là où il ne servait plus l'avenir. Symboliquement, Ferrières cessa d'être un signe de supériorité de classe, mais devint un lieu où la connaissance et la culture pouvaient exister en dehors de la propriété. Ces salles, où se déroulaient auparavant bals et négociations politiques, commencèrent à accueillir des étudiants, des conférences, des chercheurs. C'est dans ce contexte que la maison acquiert un nouveau rôle. Non pas une relique élitiste gardée, mais un espace où le patrimoine devient accessible. Cependant, la véritable force de cette décision réside dans le fait qu'elle montre la flexibilité de ce qui semblait figé à jamais. Là où résonnaient autrefois les noms de banquiers, de ministres, de généraux, résonnaient désormais les voix de jeunes gens venus apprendre. Ce n'est pas seulement un changement de fonction, c'est un changement de concept de valeur. Mais l'histoire de Ferrières ne s'arrêta pas là. Dans la seconde moitié du XXe siècle, et surtout au début du XXIe, le château retrouva une forme particulière de présence dans la société. Il devint un lieu d'événements culturels, de projets académiques, un centre où le passé était utilisé comme une scène pour l'avenir. Une telle transformation n'aurait pas été possible sans un long processus de réconciliation avec son propre passé. La maison ne cachait pas ses cicatrices,
mais les intégrait à son identité. Il est fondamental que le nouveau rôle n'ait pas détruit l'ancien. Ferrières ne devint pas un musée au sens strict. Il devint un organisme vivant, qui porte la mémoire, mais en même temps capable d'évoluer. Et ici se pose la question finale clé. L'architecture peut-elle vivre le destin de ses propriétaires et pourtant le dépasser? L'histoire de Ferrières répond par l'affirmative. La maison, créée comme un symbole de force, a survécu à l'époque où cette force s'est avérée illusoire. Elle a survécu à l'exil, à l'occupation, au vide, à la perte de sens. Elle a survécu aux générations dont les tragédies personnelles se sont reflétées sur ses murs. Et pourtant, elle ne s'est pas effondrée, ni physiquement, ni symboliquement. Elle a changé. Dans ce changement, une leçon sur le fait que le patrimoine n'est pas défini par qui le possède, mais par la manière dont il est utilisé. La famille Rothschild, ayant traversé pertes et transformations, a réussi à transformer sa propre histoire en une ressource publique. Et dans ce geste, peut-être, leur plus grande réalisation. La maison cessa d'être une preuve de statut, mais devint la preuve que même les espaces les plus clos peuvent trouver leur chemin vers un avenir commun. Le dénouement de l'histoire de Ferrières, ce n'est pas une conclusion, mais une transition. Aujourd'hui, le château continue de vivre entre passé et présent, entre mémoire et fonction, entre le destin privé d'une famille et le destin collectif de la société. Il rappelle que la grandeur peut être fragile, mais le sens, bien plus solide que les murs. Et que parfois, la chose la plus précieuse à faire avec un héritage, c'est de le laisser s'ouvrir au monde.